Un grand angle qui nous emmène ce soir en Turquie. La Turquie où les partis d'opposition sont de plus en plus muselés et réprimés par le pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan, mais aussi désormais par la justice, au point que certaines personnalités dans le pays parlent de coup d'État judiciaire. Décryptage sur la situation avec nos invités. Tout d'abord Nora Seni. Bonsoir, vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique à l'université de Paris 8. Je précise que vous êtes franco-turc. Nora Seni, je vais vous voir dans un petit instant en plateau. À mes côtés, Amit Bozarslan, vous êtes historien, spécialiste de la Turquie et vous êtes également directeur d'études à l'école des hautes études en sciences politiques et en sciences sociales, pardon, et c'est à Paris. Et puis depuis Ankara, nous sommes avec notre correspondante, la correspondante de TV5 Monde, Céline Pierre Magnani. Bonsoir Céline. Céline, je viens justement avec vous tout de suite pour parler de ce fait judiciaire qui a eu lieu cette semaine et qui fera date. Ce fait judiciaire où à Istanbul, la justice a décidé de révoquer la direction du Parti républicain du peuple. On le rappelle, c'est la première force d'opposition en Turquie. Alors dites-nous en plus, pourquoi cette décision et qu'implique-t-elle exactement ? Alors certains constitutionnalistes parlent de fin du multipartisme en Turquie. Il semblerait que la démocratie turque soit bel et bien enterrée. Alors que s'est-il passé mardi 2 septembre? Un petit rappel des faits. La justice, comme vous le dites, le tribunal d'Istanbul a décidé d'annuler des élections internes au parti du CHP, le principal parti d'opposition. Il s'agit d'élections qui se sont tenues en octobre 2023 et qui avaient permis d'élire le président de région du parti du CHP. Et il se trouve que la justice a décidé de trancher et donc de révoquer le président de région et toute son équipe et de le remplacer par une personnalité nommée par l'administration. Alors cette nouvelle a été accueillie avec une grande gravité, évidemment au sein de la direction du CHP, mais aussi dans les cercles de l'opposition. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'en fait, ils craignent que cette décision ne s'arrête pas là et que la justice aille encore plus loin. En effet, le parti est poursuivi pour des irrégularités similaires et le 15 septembre prochain, le CHP sera devant les tribunaux. En effet, ils sont accusés, le parti est accusé d'avoir, de la même manière que pour les élections d'Istanbul, procédé à une élection avec des irrégularités, et ces irrégularités pourraient justifier la révocation donc de Özgür Özel, le chef du parti, et donc tout bonnement la décapitation du principal parti d'opposition du pays. Céline Pierre Magnani, je reviens vous revoir dans un instant en Ankara, mais je voulais vous faire réagir à cette actualité de la semaine, Amit Bozarslan. Comment vous analysez cette séquence? On le rappelle, le Parti républicain du peuple, c'est le parti fondateur de la République de Turquie. Il s'apprête à fêter ses 102 ans d'existence. C'est donc un jour à marquer d'une pierre noire pour ce parti cette semaine. Et pour la démocratie en Turquie d'une manière générale, je dirais. Parce que ce parti lui-même, dans son histoire, n'a pas toujours été très démocratique. C'était un parti quand même unique, un parti d'État jusqu'à 1950. Et par la suite, ce parti n'a pas nécessairement toujours soutenu les combats démocratiques. Mais depuis une dizaine d'années, au sein de ce parti, on voit émerger des sensibilités démocratiques, des sensibilités de gauche, écologiques, pour certaines très pro-européennes aussi. Donc un parti qui a des positions très très critiques par rapport au pouvoir, qui a un vrai ancrage dans la société, parce qu'effectivement, selon les sondages, désormais, il serait le premier parti devant l'AKP de Erdogan. Et on peut parler d'une sorte de poutinisation de la Turquie. Poutinisation de la Turquie, c'est votre terme ce soir? Voilà, ça sera vraiment le terme, parce qu'effectivement, quand vous regardez la Russie de Poutine, vous avez 114 partis. Donc, ce qui est quand même extraordinaire. Mais ces partis-là sont considérés comme des partis de la nation, les partis responsables, les partis qui sont à l'ordre du pouvoir, donc qui ne contestent pas le pouvoir. Ainsi, vous avez un parti communiste, qui est quand même assez important en Russie, le Parti libéral, qui est un parti d'extrême droite dans le cadre de la Russie. Mais tous ces partis-là, sur les enjeux décisifs, internes comme externes, à commencer par l'autorité de Poutine, ne contestent rien. Donc l'opposition reste en quelque sorte sur des points extrêmement secondaires, comme le prix de la viande ou de fromage. Mais ce sont des partis qui ne se présentent pas comme des alternatives. Ils sont à la marge, donc pas des alternatives et à la marche. Nora Seni, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la justice en Turquie est également sous les ordres de Erdogan? Est-ce que c'est une nouvelle donne aussi dans le pays depuis quelques mois, quelques années?
depuis quelques années plutôt que quelques mois. Et il faut rappeler dans ce tableau concernant le parti CHP que celui qui le maire d'Istanbul, qui est CHP, est en prison depuis des mois parce que c'est le challenger le plus important de Erdogan pour les élections prochaines en 2028, parce que Erdogan, contrairement à la Constitution, compte visiblement se présenter une troisième fois. Il n'a pas le droit de se présenter une troisième fois, mais il compte le faire. Et son rival le plus important, le plus probablement gagnant, est le maire d'Istanbul, qui est en prison, et toute l'énergie, on a l'impression, de Erdogan est en ce moment dirigée vers le démantèlement de ce parti, dont le démantèlement surtout municipal à Istanbul, dont tous les groupes, les organisations sont sur des prétextes tout à fait affabulés, mis en prison. Voilà. Donc c'est une justice, vous posez la question, totalement, dans ces situations-là, qui répond le doigt sur la couture du pantalon au desiderata de Erdogan. On vient d'entendre Amit Bozarslan, l'analyse de Nora Seni. La justice, qui elle disait, est à la botte de Erdogan, tout simplement parce que Erdogan a peur effectivement de perdre ce scrutin de 2028. C'est ça l'échéance finale. Et pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces décisions qui sont prises selon vous ? Les décisions sont prises en amont, autrement dit de préparer le terrain. Le contexte en Turquie n'est pas très bon. Les relations d'un point de vue des relations internationales, on a l'impression qu'il y a une crise. Il y a une crise économique extrêmement aiguë qui dure depuis 2018. Donc je pense qu'il y a vraiment tous ces facteurs-là. Mais pour le reste, Erdogan le rappelle à de moult reprises, la séparation du pouvoir n'est pas acceptée par Erdogan. Selon lui, les pouvoirs ne peuvent être qu'incarnés dans un seul homme, parce que la nation ne peut exister qu'en tant qu'incarnée. Cette incarnation de la nation concerne à la fois le passé et l'avenir de la nation. Et donc, sans Erdogan, l'avenir de la nation turque serait compromis. Et donc, du coup, cette suppression des séparations des pouvoirs a des conséquences absolument considérables, pas seulement sur le judiciaire, parce que Erdogan est le chef de l'exécutif, mais rappelons-le aussi, Erdogan est le chef de législatif, parce qu'il est le chef en titre de son propre parti, qui est majoritaire dans le Parlement. Et il est le chef aussi de l'appareil judiciaire. Donc du coup, effectivement, cette suppression des pouvoirs, cette incarnation, ce principe d'incarnation, explique aussi pourquoi la justice aujourd'hui est dans un tel état. On va retourner à Ankara voir notre correspondante Céline Pierre Magnani. Céline, autre cible du gouvernement et de la justice, ce sont également les journalistes. Les médias ont aussi été muselés ces dernières années. En effet, parmi les différents indicateurs de la santé démocratique d'un pays, c'est l'environnement et l'environnement politique. Le phénomène de médiatique ces dernières années a fait que le quasi-monopole est aux mains des médias qui sont proches du pouvoir. L'essentiel des chaînes d'information ou des grands journaux sont détenus par des holdings qui sont très proches du pouvoir et qui sont très sensibles à la compatibilité du discours avec le discours qui est tenu par Ankara. Et quant à la presse d'opposition, elle est véritablement réduite comme à peau de chagrin et elle est régulièrement l'objet de pression. Régulièrement, la justice est saisie, par exemple, pour poursuivre un titre ou des journalistes en particulier qui auraient émis une critique un peu trop acerbe ou alors publié des informations gênantes pour le pouvoir. Certaines lois facilitent d'ailleurs la poursuite des journalistes et des titres. C'est le cas par exemple de la loi dite de désinformation qui a été votée en octobre 2022 et qui avait été très critiquée par l'opposition. Reporters sans frontières rapporte très régulièrement les attaques contre la liberté de la presse et la liberté d'expression. Malheureusement, signe que l'étau se resserre un peu plus encore ces derniers mois. Plusieurs journalistes d'investigation qui travaillent notamment sur le pourrissement
de l'appareil judiciaire ont également été inquiétés. Et je voudrais rajouter 2 observations un peu plus personnelles. Une première chose, lors des dernières échéances électorales que j'ai pu couvrir, j'ai systématiquement posé la question aux électeurs de tous bords, quels médias ils et elles suivaient. Et j'ai quasiment systématiquement entendu la même réponse, à savoir que les électeurs en ont vraiment assez de ce paysage médiatique. Beaucoup me disaient que quand ils se sentaient un peu débordés, ils préféraient simplement cesser de consulter des informations pendant un certain temps, ou alors essayer de compenser par les informations qu'ils trouvaient sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, concernant la presse indépendante, le modèle économique de ces titres est particulièrement fragile. Il repose essentiellement sur 2 sources de financement, des subventions, souvent des subventions européennes d'ailleurs, et des revenus issus de la publicité. Et ces derniers mois, plusieurs titres de la presse indépendante ont été obligés de fermer. Et donc là, en ce moment, ces dernières semaines, j'entends plusieurs personnes qui font partie de ce milieu-là, qui entament une réflexion justement pour savoir s'ils ne vont pas relancer des pratiques du type abonnement pour assurer des finances et pouvoir assurer l'information dans la continuité. Merci beaucoup pour ce retour de terrain, Céline Pierre-Magnani. Nora Seni, est-ce que selon vous, ces dérives autoritaires elles remettent en cause l'héritage républicain et laïque de la Turquie? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Et si l'Europe est aujourd'hui tellement sourde à ce qui se passe comme désastre démocratique en Turquie, c'est aussi, il y a un nouvel élément, c'est que dans sa nouvelle politique de défense, l'Europe compte avec la Turquie, qui a en effet une armée très importante de plus de 800 000 personnes et surtout un potentiel de fabrication d'armement qui incite les Européens à compter avec la Turquie dans sa nouvelle politique de défense autonome par rapport aux États-Unis, par exemple. Donc là, il y a vraiment une espèce de mauvais calcul qui s'avérera lourde de conséquences pour la démocratie européenne si jamais c'était le cas. Je veux dire, si cette intégration, c'est à l'abri de cette nouvelle position que la Turquie peut à l'intérieur faire, comme ça Erdogan peut faire cette espèce, on a beaucoup parlé de dérive autoritaire. La dérive a débouché sur une situation de non-démocratie, de destruction des instances et du soubassement démocratique du régime en Turquie. Et c'est Hamid Bozarslan, je rebondis sur ce que dit Nora Seni. On peut s'interroger sur le peu de réactions et de condamnation à l'international. Pourquoi cela, selon vous? Et est-ce que c'est parce que l'UE et les États-Unis ont des besoins avec la Turquie d'Erdogan, notamment sur un point de vue géopolitique? Je pense que là, il s'agit vraiment aussi en partie un mythe, parce qu'on sait combien, au cours des 10 dernières années, il y a eu des conflits extrêmement importants, extrêmement graves entre la Turquie et les pays européens. Rappelez-vous de ce qu'Erdogan disait de Macron. Le président Macron souffre de la mort cérébrale. Donc, il y a eu des crises avec l'Allemagne, il y a eu des crises avec la France, avec la Grèce, bien entendu, avec les Pays-Bas. Donc, on est vraiment en face des crises successives. Et je dirais que, voilà, effectivement, il y a une peur. Une partie de cette peur s'explique par le fait que la Turquie peut utiliser la carte des réfugiés. En 2015, elle n'a pas hésité de le faire. Et le discours d'Erdogan ou de l'AKP était à l'époque, la Première Guerre mondiale n'est pas terminée. On prend notre revanche sur la Première Guerre mondiale en envoyant 1 million de réfugiés en Europe. Cette menace est toujours là, donc on ne réagit pas. En gros, c'est ça que vous dites. Il y a en partie ça, en partie effectivement, voilà, la déstabilisation de la Turquie, les conséquences qui peuvent effectivement avoir une telle déstabilisation. Et n'oublions pas que d'une manière générale, les démocraties sont très très lâches par rapport aux antidémocraties. Raymond Aron l'avait déjà constaté dans les années 1930 par rapport à l'Allemagne hitlérienne et par rapport à l'Italie de Mussolini. Et on a vu aussi d'ailleurs cela dans le cas de l'Espagne. Les démocraties n'ont pas soutenu effectivement la démocratie espagnole, ce qui a eu effectivement pour conséquence la Deuxième Guerre mondiale.
En 30 secondes pour conclure, Hamit Bozarslan, est-ce que selon vous la Turquie est toujours aujourd'hui une démocratie ou pas? La Turquie n'a jamais été une démocratie, sauf qu'il y avait des moments où l'espoir démocratique pouvait effectivement émerger, et aujourd'hui on a l'impression que nous on est très clairement dans un modèle antidémocratique, un modèle qui se pense comme une antidémocratie. Ça veut dire, Erdogan le dit très très clairement, une alternative contre la démocratie libérale, universaliste, démocratique, voilà. La Turquie de Erdogan se présente comme profondément libérale, viriliste. Et nationaliste. Merci beaucoup Hamit Bozarslan d'avoir été l'invité de ce 64 minutes. Merci à vous également Nora Seni d'avoir été dans ce grand angle et merci à Céline Pierre Magnani, notre correspondante à Ankara en Turquie. Merci à tous les trois pour ce grand angle.